Bonsoir à tous. J'ai alors de passer le dernier. Je vais essayer de vous réveiller, de vous intéresser un petit peu sur un sujet qui a été important. Un retour d'expérience sur des migrations majeures PostgreSQL, que j'ai intitulé « De l'appréhension à la confiance ». Je m'appelle Erwan Seité, je suis Principal SRE chez Talend. Vous avez quelques petits QR codes si vous voulez, GitHub et Inkin. Donc un petit peu de contexte, le Talend Cloud. Donc, vous connaissez peut-être pour certains le studio chez Talend. Mais avec ce studio, donc, vous créez des jobs, c'est-à-dire que vous allez prendre de la donnée à un endroit, la traiter et la mettre ailleurs. Nous, dans notre contexte, on ne va pas parler des données clients, puisque ça ne fait que transiter par notre cloud si vous utilisez des cloud engines, c'est-à-dire ce qui se passe dans le petit nuage, ou alors ce qu'on appelle nous le remote engine, c'est-à-dire dans les data centers des clients ou ailleurs. C'est-à-dire que les données qui vont transiter chez nous, ça va être des audit logs, par exemple, savoir qui fait quoi chez les clients avec les données. Ça va être des metadata, du scheduling, ce genre de choses. Donc, on ne traite pas les données clients là, mais on a besoin de données pour les applications qui vont traiter, elles, les données clients. Donc, on est sur du 24/7. Est-ce qu'il y en a qui font du 24/7 ici? Voilà. D'une SLA de 99,9, ça veut dire 40 minutes d'indispo par mois max. Une SLA interne de 20 minutes. On est environ sur 270 bases de données, environnement pré-prod et prod, 150 environ sur la prod seulement, 9 environnements, pré-prod plus prod, 5 en prod, et 2 cloud providers, AWS, Azure. Et on s'est retrouvé avec un problème, on était sur du Postgres 10 et il fallait monter. Voilà. Alors pourquoi on monte? Tout simplement parce qu'on était sur de l'OL, l'end of life. Le Postgres 10 était obsolète. Autre raison, on avait notre fournisseur Azure qui nous fournissait du single server qu'il arrêtait. C'est-à-dire que le single server arrivait uniquement jusqu'à la version 11. Nous, on a étudié la version 13 pour passer à la suivante directement, et forcément, il fallait passer sur une autre solution qui était le flexible server. Donc, on doit avoir une version 10, passage à une version 13, et ça nous a permis d'amener de l'innovation. Mais pourquoi on fait ça, donc le OL comme je l'ai dit, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un upgrade de moteur de base de données? Généralement, on a une maintenance window, c'est-à-dire qu'on prévient les clients et on dit là on va arrêter la prod, désolé, on vous prévient suffisamment à l'avance, mais ça durera le temps que ça durera, 40 minutes, 2 heures, 3 heures, on essaie d'estimer et on donne un temps. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour les clients? C'est l'arrêt de prod. C'est-à-dire des problèmes de planning, des problèmes aussi de sous, puisqu'ils perdent de l'argent. Et du côté des équipes internes, c'est le bordel. On travaille le week-end, on travaille la nuit pour minimiser les impacts clients. Donc, on a essayé de trouver une solution à ça. Et on en a trouvé. On a donc trouvé la solution PGLogical. On a étudié plusieurs choses avant. On a étudié l'AWS, le transfert de données côté AWS. Ce n'était pas compatible puisque forcément, on avait de l'Azure. On a étudié les réplications physiques. Ce n'était pas non plus correct pour notre besoin. Et les réplications logiques gérées par nous, pas non plus une bonne solution. PGLogical faisait une bonne partie du taf. Et par contre, il fallait le piloter, le mettre en place et faire tout ce qu'il faut autour. Mais il n'y avait pas que ça, ça ne suffisait pas. Autre petite parenthèse, on parle infra as code. Avec le nombre d'environnements qu'on a à gérer, on ne fait pas ça à la mano avec une petite procédure. Non, on automatise un maximum. Donc on a utilisé quoi? Côté SRE, de l'Ansible, du Terraform. On est sur du Kubernetes, que vous avez déjà vu, et de l'infra as code, on prend les sources dans GitHub. Mais il n'y a pas que les SRE qui travaillent sur ce genre de sujet. Il y a également les développeurs, du Flux et du Helm. Flux ou Argo, on parlait tout à l'heure, voilà, tout ce qui est déploiement. Donc, on ébauche un plan côté SRE, on voit ce qu'on peut faire et on voit comment on le fait. Et derrière, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec les équipes de développement. Donc, on leur expose le plan, l'état des lieux. On est sur une Postgres 10, on a de l'historique, de la dette technique comme tout le monde, les nouveaux projets qui sont arrivés directement sur Kubernetes, les anciens projets qui sont adaptés. Certains projets utilisent le Kubernetes en natif avec des services qui pointent sur la base. Les anciens pointent éventuellement directement sur la base sans passer par les services Kubernetes. On a également des soucis internes à la base. J'en ai 3 exemples, mais pour rappel, on était sur 150 bases différentes. Et autre chose, je vais passer déjà à la phase suivante. Donc le plan, c'est que côté SRE, on va monter une nouvelle plateforme, la nouvelle infra,
Postgres 13 avec les services Kubernetes qui vont bien, qui sont liés à cette nouvelle infra. Nous allons créer les structures, puisqu'avec PagerLogical, il faut déjà avoir les structures à vide avant de pouvoir envoyer les data. On envoie les data. On corrige un peu de dette technique au passage sur les développements. On remet tout le monde d'équerre. Et enfin, on transfère, on changera le service. Maintenant, avant, comment ça se passait, comme je disais, la maintenance Windows, c'est-à-dire qu'on faisait de l'upgrade du moteur sur la machine, et ça voulait dire qu'en cas de problème, qu'est-ce qui se passe? Rollback. Et ça impacte toutes les applications qui sont hostées sur le cluster. Avec cette solution, on aura deux choix pour les développeurs selon l'application et la portée de leur application. Soit un rollback rapide, on est passé sur le nouveau serveur, ça ne marche pas, on revient sur l'ancien. Là, on a de la perte de données sur ce qui a été écrit sur le nouveau. Mais c'est rapide, c'est fait. Ce n'est pas très grave sur l'application. Sinon, ce n'est pas possible, toute la donnée est importante, il faut la récupérer. Et bien dans ce cas-là, ce sera sans perte de données, mais ce sera plus lent. C'est-à-dire qu'on arrête l'application, on récupère la data, on la remet en face, on relance l'application. Pareil, le périmètre, c'est uniquement l'application, pas l'ensemble des applications hostées. Et ça, ce n'est pas tout ça, comme je disais, ce n'est pas que les SRE, c'est un travail d'équipe. Vraiment, les SRE, les équipes de développement. C'est super important. Les pièges qu'on a identifiés, parce que forcément, ça ne se fait pas comme ça. Sur la préparation, les changements applicatifs structurels, tout ce qui est changement de table, les altercolonnes, les nouvelles tables, les nouveaux schémas, etc., ce n'est pas natif pour aussitôt dupliquer ça en face. Il faut refaire les duplications. Les large objects ne sont pas transférés. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Durant la migration, comme je vous montrais, il y avait une partie synchronisation, mais ce n'était pas la bascule elle-même. Donc, il y a une phase où les données sont transférées et on a les deux bases qui sont mises à jour. Et bien là, faire attention à la bande passante, puisque chaque écriture d'un côté est aussi une écriture de l'autre. Sur un cloud provider, ce n'est pas deux tuyaux réseau différents, c'est le même. Donc, on double la bande passante nécessaire. Également, les walls. Un truc en on-premise, si vous avez déjà fait du Postgre, on ne met pas les walls sur le même disque que la data. C'est mal. Sauf que sur un cloud provider, c'est exactement ce qui se passe. Donc si votre synchro prend du retard, votre disque data se remplit. À monitorer absolument. Et ensuite, durant la bascule, les applications elles-mêmes, les écritures et lectures sont sur deux instances différentes, sur un rolling restart de Kubernetes. C'est-à-dire qu'à un instant T, on va pouvoir écrire sur l'ancien et essayer de lire sur le nouveau. Il y a une synchronisation, mais qui n'est pas en temps réel. Elle est très très rapide, mais pas en temps réel. Donc voilà. Et les séquences, on y reviendra plus tard, les séquences sont gérées par PagerLogical, mais ce n'est pas du temps réel non plus. Donc, comment on fait ça? Donc, on repart de notre historique, l'existant, et on va donc préparer notre migration. Là, en tant qu'SRE, on arrive et on fait les audits de base et audits de code. On vérifie dans le code également qu'on n'ait rien en dur, puisque ça fait des années qu'on était comme ça. Il y en a qui sont amusés à mettre dans le Helm directement l'accès à la base, puisque ce sera toujours le même nom de service. Sauf que non, là, on change également le nom de service de connexion pour pouvoir faire application par application. Donc on vérifie ça, on vérifie que chaque table est une clé primaire, ce qui est absolument nécessaire pour faire la migration. Et on voit ensuite, avec les devs, on se réunit et on dit voilà tout ce qui a été détecté, tout ce qu'il faut corriger, comment on y va, est-ce que c'est possible ou pas, pareil sur les large objects qu'on a trouvé, est-ce qu'on peut avoir une autre solution, est-ce que c'est important de les transférer, et on discute de tout ça. Chacun retourne dans son coin, côté dev, ça a corrigé, ça remet d'équerre la dette technique, ça met les bases de façon à pouvoir migrer, et on est prêt à commencer le projet. Côté SRE, on a préparé notre code et on envoie la nouvelle infra. Donc le nouveau cluster se lance. On envoie ensuite la synchronisation entre l'ancienne et la nouvelle, recréation des rôles, recréation des bases à vide. On lance la synchro entre les différentes bases de données. Les bases de données sont synchronisées sur la partie initiale. Et à un moment donné, la synchro initiale est faite. On passe en mode run, où là, en fait, chaque changement est envoyé au fur et à mesure sur la base en face. On est prêt. Maintenant, on est prêt à basculer, on synchronise avec les équipes, quand c'est que vous pouvez, c'est quoi vos pics d'utilisation, quand est-ce qu'on peut lancer tout ça. La bascule, on synchronise les séquences, c'est-à-dire qu'à l'instant T, juste avant la bascule, on remet un coup d'offset.
Les développeurs envoient leur application, changent le endpoint et on a donc l'application qui se retrouve sur le nouveau cluster. L'ancienne base de données est abandonnée et là on vérifie tout. Est-ce que tout marche bien? Décision de rollback ou non? Si c'est non, tant mieux. Si c'est oui, tant pis. L'offset, j'en ai pas parlé profondément, là où c'est très important, cet offset sur les séquences est important sur le temps de la bascule. Je m'explique, si jamais vous devez avoir 30 000 transactions durant les 2, 3, 4 minutes de bascule et que ces séquences sont utilisées pour faire des clés primaires, par exemple, vous devez pouvoir gérer durant ce temps de bascule les 30 000 nouvelles clés qui vont arriver. C'est-à-dire que lorsque votre data va être écrite sur le nouveau cluster, il ne faut pas que la séquence ait déjà été utilisée, en tout cas la valeur de la séquence ait été utilisée précédemment. D'où cette notion de synchro juste avant l'opération. Et ensuite, on nettoie, tout simplement. On enlève le pont de synchro, on enlève la base en face, et on a terminé. Félicitations, champagne, et tout le monde est content. Donc un petit récap, les migrations sur downtime, c'est possible. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est possible. Attention au choix de gestion multitenance en design sur les DL. Donc, je vais vous donner les cas qui marchaient bien. Je vous ai dit qu'on avait 5 clusters. Sur les 5, il y en a un où ce n'était pas possible. Pourquoi? Puisque sur chaque nouveau tenant, à l'époque, on créait un nouveau schéma. Donc un nouveau client qui arrivait, un trial, hop, un nouveau schéma. Nous, derrière, on n'avait pas de gestion d'événements pour relancer une synchro, recréer pour toutes les tables, etc. Donc ce profil-là, exactement, il y a eu un downtime. Ça a été limité sur une partie de l'application, pas sur l'ensemble, mais il y a eu 40 minutes de downtime pour faire celui-ci. Donc très important. Instance managée, flexible côté Azure, RDS côté AWS, réplication égale danger sur disque. Ça, c'est très très important. Si pour une raison X ou Y, votre réplication tombe en panne, votre disque se remplit. Et il peut se remplir très très vite. Donc à monitorer et à réagir très vite. Attention à bien préparer les offsets de séquence. Votre application doit survivre à la bascule sur l'utilisation. Ça s'estime, ça se vérifie, on a de quoi faire de la marge, mais il faut bien le préparer. Et c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas les SRE dans leur coin qui le font, ce n'est pas les devs dans leur coin, c'est vraiment un travail d'équipe pour pouvoir faire cette opération. Voilà. Et le petit merci donc au tremplin pour l'occasion, à Florent, je ne sais pas où il est, pour son soutien. Et puis donc aussi à ma boîte qui m'a laissé un peu de temps pour préparer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, tout le monde dort. Merci beaucoup.